Vous avez parfois l'impression d'être un peu à la traîne sur l'intelligence artificielle? Chaque jour, il y a de nouveaux outils, de nouveaux noms. C'est facile de se dire « c'est trop tard, j'ai raté le train ». Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est absolument pas vrai. Il est encore largement temps de s'y mettre. En fait, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est justement comment poser les bases pour bien comprendre et même passer devant 99% des gens. Allez, on plonge dedans. Pour commencer, il y a une idée qu'il faut tout de suite mettre de côté. L'IA ne pense pas comme nous. Non, ce n'est pas de la magie, c'est juste une histoire de probabilité. En fait, un modèle comme ChatGPT, c'est un peu comme l'autocomplétion de votre téléphone, mais en version 1000 fois plus puissante. Il ne comprend pas le sens profond des mots. Non, son seul job, c'est de deviner le mot suivant le plus probable, en se basant sur les milliards de textes qu'il a lus. C'est de la pure statistique, mais à une échelle qu'on a du mal à imaginer. Et concrètement, comment ça marche sous le capot? C'est un processus fascinant en 4 temps. D'abord, votre question est découpée en tout petits morceaux qu'on appelle des tokens. Ensuite, ces morceaux de mots sont transformés en chiffres. Troisième étape, ces chiffres sont placés sur une sorte de carte géographique géante des idées. Et enfin, à partir de là, le modèle prédit la suite de tokens la plus logique pour former sa réponse. On voit bien que tout part de la première étape. Si la question est vague, le modèle est perdu sur sa carte. Et la réponse sera forcément vague aussi. Et ça nous amène directement à la compétence la plus importante pour bien s'en servir. On arrive donc à la première compétence clé, celle qui change tout, l'art du prompting. C'est-à-dire comment passer de demandes floues à des ordres d'une précision chirurgicale. Regardez la différence. La plupart des gens parlent à une IA comme s'ils envoyaient un texto. Une demande vague comme « donne-moi des idées de poste ». Ça oblige l'IA à deviner, à piocher un peu au hasard. Le résultat, il est super générique. À l'opposé, un prompt bien structuré, ça guide l'IA, ça lui donne une direction claire et le résultat est tout de suite utilisable. Alors, c'est quoi le secret derrière ce bon prompt? C'est une méthode toute simple et super efficace. RCT. R pour rôle, on lui demande de jouer un rôle, d'être un expert. C pour contexte, on lui explique la situation, l'objectif. Et T pour tâche, on décrit très précisément ce qu'on attend d'elle. C'est un petit cadre tout bête, mais ça change la donne. Et l'impact de cette méthode, il est énorme. En appliquant une structure comme RCT, on peut vraiment multiplier par 10 la qualité de ce que l'IA nous donne. C'est la différence entre avoir un gadget amusant et un véritable outil de pro. Ok, ça c'était pour bien utiliser l'IA. Maintenant, pour ceux qui sont curieux, qui veulent aller plus loin et comprendre comment on la construit, voici à quoi pourrait ressembler une feuille de route sur un an. C'est un parcours logique, un peu comme construire une maison. Les premiers mois, on pose les fondations. On apprend Python, le langage de base, et un peu de maths. Ensuite, on monte les murs avec les concepts clés du machine learning. Après ça, on s'attaque à la charpente et au toit avec le deep learning. C'est là que la magie opère. Et c'est seulement à la fin, une fois que tout est solide, qu'on peut choisir la déco et se spécialiser par exemple sur les fameux transformers, qui sont le moteur des IA comme ChatGPT, ou sur la vision par ordinateur. Mais voilà, maîtriser toute cette technique, c'est une chose. Le vrai niveau d'expert, le niveau supérieur, c'est quand on arrête de se demander « est-ce qu'on peut le faire ?» pour se demander « est-ce qu'on devrait le faire ?» Et là, on entre dans les grandes questions éthiques. Parce que oui, il faut être très clair, l'IA se trompe. Et il est fondamental de s'interroger sur ce qui se passe quand elle a tort. C'est là qu'on touche du doigt ses vraies limites et ses plus grands risques. Le phénomène le plus connu et le plus troublant, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Pour comprendre, imaginez un étudiant qui n'a pas révisé pour son examen. Pour ne pas rendre une copie blanche, il va inventer, broder une réponse qui a l'air crédible. L'IA fait exactement pareil. Comme elle est programmée pour toujours donner une réponse, elle comble les trous avec des infos qui sonnent justes, mais qui peuvent être complètement fausses. Tenez, voici un exemple bien réel, tiré d'un rapport d'éthique français. On demande à une IA ce que Yuri Gagarin a ramené de l'espace. Elle répond, très sûre d'elle, il a aussi ramené des échantillons de roches lunaires qu'il a récupérés sur la Lune. C'est une absurdité totale, Gagarin n'a jamais mis les pieds sur la Lune. Mais c'est dit avec un tel aplomb que ça peut facilement tromper quelqu'un qui ne sait pas. Et ces hallucinations ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Les comités d'éthique soulèvent plein d'autres questions. Par exemple, le risque de manipulation, quand une IA fait semblant d'avoir de l'empathie. Le fait qu'elle répète et amplifie les préjugés de notre société, puisqu'elle apprend à partir de nos propres textes. Il y a aussi le risque que tout se ressemble culturellement, parce que les IA sont entraînées surtout en anglais. D'où la question, comment on fait pour savoir si un texte vient d'un humain ou d'une machine? Et enfin, il y a un vrai manque de transparence sur la fabrication de ces outils. Et tout ça, ce ne sont pas juste des discussions en l'air. Des organismes très sérieux comme le Comité consultatif national d'éthique en France travaillent sur ces sujets. Ça montre bien à quel point ces enjeux sont pris au sérieux au plus haut niveau. Bon, après la technique et l'éthique, revenons à nous, à du concret. Comment on peut trouver son propre chemin avec l'IA de façon pratique et surtout personnelle? Pour ça, il y a un exercice tout simple mais vraiment puissant, l'exercice des 3 colonnes.
On prend une feuille et on liste dans la première colonne tout ce qu'on déteste faire au travail, les tâches répétitives. Dans la deuxième, ce qu'on aimerait faire mais pour lequel on n'a jamais le temps. Et dans la troisième, ce qu'on ne sait pas faire. C'est un moyen génial pour identifier tout de suite des cas d'usage de l'IA qui vont vraiment nous servir. L'important, c'est de ne pas vouloir tout faire d'un coup. Le secret, c'est de commencer petit. Première étape, on choisit une seule tâche de ce tableau. Juste une. Deuxième étape, on écrit un prompteur RCT parfait pour cette unique tâche. Et le plus important, la troisième étape, on utilise le résultat cette semaine dans la vraie vie. C'est la meilleure façon d'avoir une petite victoire rapide et de voir concrètement l'intérêt. Et pour que ça dure sur le long terme, il y a 3 clés. D'abord, la pratique quotidienne. 30 minutes par jour, c'est beaucoup plus efficace que 5 heures d'un coup le dimanche. Ensuite, construire des projets concrets. Un portfolio avec quelques vrais projets, ça a 1000 fois plus de valeur qu'un certificat. Et enfin, partager ce qu'on apprend. Enseigner aux autres, c'est le meilleur moyen de vérifier qu'on a bien compris soi-même. Au fond, il faut voir l'IA comme un marathon, pas comme un sprint. La question, ce n'est pas de tout savoir demain, mais de se lancer, de faire le premier pas. Alors, sur ce grand chemin qui s'ouvre, quel sera ce premier pas ?